Salam alaikum à tout le monde. Merci d'être là à 18 heures. Il y a eu un petit euh, malentendu, désolé pour ceux qui attendaient à 17h30. Donc, petite erreur au niveau de la planif de mon côté. Merci à vous tous d'être là pour ce deuxième webinaire sur la zakat. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va aborder le sujet euh, des activités économiques de l'individu. Le sujet, donc, vous le connaissez, on va procéder comme l'autre fois avec Dr Moussa Brahim, mais on va d'abord avoir une présentation. Vous pouvez poser vos questions en bas sur QR. On les adressera à la fin ou pendant, s'ils sont des aspects qui sont déjà, il y aura des questions qui seront de toute façon déjà répondues voilà, pendant la présentation. Sinon, posez dans QR et pas dans le chat parce que on ne peut pas suivre les questions. Donc, posez dans QR et on pourra commencer à faire le déroulement ainsi, Inch'Allah. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله الصيام وقيام الجميع بإذنه سبحانه وتعالى. Nous allons commencer donc cette séance sur les activités de l'individu. Les activités économiques. La dernière fois, on avait parlé de la fortune privée de l'individu, ses économies, créances, dettes, etc. Et on avait abouti à une formule très importante qu'on va rappeler tout à l'heure. Globalement, nous, on ne va pas reprendre ce que nous avons dit la dernière fois, mais on ne va pas reprendre ce qui a été dit la dernière fois, ce qui a été fait, sauf 2 ou 3 points qui sont fondamentaux pour notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et sans plus tarder, je vais partager l'écran avec vous. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, la chose que ce que nous allons voir très rapidement, on va faire un petit rappel sur les biens assujettis, parce que c'est là où va se trouver le nœud de la question économique. Et puis, on va aussi parler sur la question des intérêts reçus et à payer, comment les corriger. Puis la suite, on verra à chaque pas, Inch'Allah. On avait dit la dernière fois que les biens, pour être assujettis, doivent subir globalement 6 critères. Les 3 premiers critères sont fondamentaux. Ce sont les biens privés, licites et à croissance potentielle qui seront assujettis à la zakat, pour autant que les 3 autres critères qui vont suivre, le milk-tsem, l'appartenance entière, le nessab, l'excédent et la durée. Mais toute la question, elle se trouve là, au niveau de la croissance potentielle. C'est pour cela que je le répète, la dernière fois, je l'avais dit, que c'est l'imam Malik radiallahu anhu qui avait conceptualisé cette notion de motif de la zakat en disant que c'est la croissance potentielle. Et effectivement, au niveau de la croissance potentielle, on va distinguer les biens qui vont croître, qui peuvent croître et qui vont croître, et des biens qui ne vont pas croître. C'est ça la différence aussi que nous allons utiliser beaucoup dans le cas des activités économiques. On avait dit que les biens qui ne vont pas croître sont les biens à usage privé, donc c'est des biens personnels, les outils de travail, les moyens de production qu'on appelle urud qiniya. D'accord, urud qiniya. Alors, urud qiniya, globalement, beaucoup de gens vont les mettre en opposition avec urud tijara, mais ce n'est pas suffisant parce que urud tijara, ce sont les éléments de la marchandise.
ce sont les éléments de la marchandise. Alors, pour bien comprendre cette notion de urud, justement, regardez là, si j'achète des véhicules, plusieurs véhicules, 3, 4, 5, soit en même temps, soit à des temps différents, avec quelle intention je les achète? Si je les achète pour moi et ma famille, ce sont des biens personnels. Ce sont donc des urud qiniya. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat sur les véhicules. Si je les achète pour les vendre, ça devient des biens commerciaux qu'on appelle urud tijara, justement. Et donc, dans ce cas-là, il y a la zakat sur les véhicules restants et en plus du produit de leur vente. D'accord? Mais si j'achète les véhicules pour les louer, c'est ce qu'on appelle urud qiniya. Ce sont des biens de production. Les biens de production, il n'y a pas de zakat sur les biens de production, mais il y a une zakat sur les revenus, c'est ce qu'on appelle mustarlet, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Donc voilà la finesse, où est-ce qu'elle va être introduite à partir de l'intention première. La même chose, un deuxième exemple. J'achète plusieurs appartements. Pour moi et mes enfants, c'est des biens personnels, il n'y a pas de zakat. Si c'est pour les ventes, ça devient des biens commerciaux, urud tijara. Donc, il y a une zakat sur les locaux et le produit de leur vente. Et si je les achète pour les louer, c'est de urud qiniya. Donc, ces appartements, il n'y a pas de zakat dessus, mais il y a une zakat sur les revenus de location. Alors, un exemple, on peut donner. Donc, le urud qiniya, c'est les biens personnels, c'est les moyens de travail, les moyens de production globalement. D'accord? On peut poser une question et vous réfléchissez 20 secondes. C'est une boutique qui vend des ordinateurs et des accessoires. Les ordinateurs présents dans la boutique, c'est quoi? Est-ce que c'est des biens de personnel, de production ou de commerce? Réfléchissez un tout petit peu. Et les meubles, le véhicule dans la même boutique, est-ce que ce sont des biens personnels, de production ou de commerce, c'est-à-dire des biens commerciaux? Allez, pour les ordinateurs personnels présents, il faut faire la distinction entre ceux qu'ils vendent, c'est des biens commerciaux, urud tijara, et ceux qu'ils utilisent pour la gestion de leur boutique, c'est des urud qiniya. D'accord? C'est des moyens de production. Il n'y a pas de zakat sur les moyens de production. Les meubles, les véhicules dans la même boutique, tout ça, c'est finalement des biens commerciaux sur lesquels il y a zakat, ou bien des biens de production sur lesquels il n'y a pas de zakat, c'est de urud qiniya. Ce sont des urud qiniya, il n'y a pas de zakat dessus. Donc, cette nuance, elle est à saisir de manière fondamentale. Et puis, on avait abouti aussi aux biens assujettis à la zakat. Donc, c'est les biens à forme monétaire, production agricole, les bestiaux, etc. Nous, on ne considère que les biens sous forme monétaire. La dernière fois, on avait étudié la zakat de la fortune privée. Donc, le bonhomme n'a ni commerce, ni titre, ni société. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le commerce, les revenus d'exploitation, et puis aussi les services, notamment ceux des professions libérales, Inch'Allah. Globalement, l'activité économique, si on prend le critère taille, alors au niveau du personnel, hein, on peut avoir des petites entreprises, des petites activités économiques, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut avoir le cas que nous allons étudier, celui des micro-entreprises, celui des petites entreprises sommairement. Quant aux moyennes et grandes et très grandes entreprises, elles nécessitent un autre développement, même si elles vont se baser sur tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais nous, on ne va pas étudier les moyennes, grandes et très grandes entreprises parce qu'il y a d'autres développements économiques et comptables qui n'est pas intéressant d'étudier aujourd'hui. Deuxième élément fondamental à prendre en compte, ce sont les intérêts. Parfois, les gens reçoivent des intérêts lorsqu'ils ont un dépôt de banque.
Alors, il faut absolument les enlever d'abord physiquement et les donner, et puis aussi les enlever du calcul de la zakat, de la fortune zakatable. Et puis, il y a ce qui n'apparaît pas très clair, ce sont les intérêts à payer. Alors, les intérêts à payer, on va développer dans quelques secondes. Les intérêts reçus, donc la correction, elle se fait tout simplement lorsque nous calculons la fortune zakatable, on va enlever le montant des intérêts reçus et on obtient la fortune zakatable corrigée que nous allons multiplier par 2,5% pour trouver la zakat. Donc, il faut absolument corriger, sauf si, dans ce cas-là, dès le début, j'ai déjà enlevé les intérêts reçus, alors il n'y a plus de correction puisque la correction, elle s'est passée au début. Quant aux intérêts à payer, c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus vicieux, parce que les intérêts à payer, en fait, nous, dans notre calcul de la zakat, on va les intégrer dans les dettes à court terme. C'est quoi ce type d'intérêt à payer? Par exemple, si une personne a une dette à long terme, elle doit rembourser chaque année ce qu'on appelle une annuité ou même sous forme de mensualité. Elle va rembourser une partie du capital qu'elle a emprunté et elle va payer des dettes. C'est ça, elle va payer des intérêts. C'est ça que nous sommes en train de viser. Ou parfois, la personne a un découvert dans le compte bancaire ou postal et donc elle doit payer des intérêts. Ou bien tout simplement ce qui se passe, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Si on utilise les cartes de crédit, Mastercard, Visa, etc., et que nous n'allons pas, à la fin du mois, au lieu de payer l'intégralité du crédit que nous avons emprunté, non, on va payer petit à petit, on va payer 100 euros, 200 euros, et le reste il va rester. Et bon, c'est ça le business de ces cartes. Ce n'est pas le fait de vous prêter de l'argent sans en gagner. Voilà, donc il vous pousse, voilà, ne vous en faites pas, ne payez pas tout sur le champ, payez petit à petit. Et c'est là où vous allez payer aussi des intérêts. Donc, ces intérêts à payer, eh bien, il faut les enlever complètement. Voilà. Comment on va les corriger? On va prendre un exemple pour savoir comment les corriger. Supposons que c'est une dette à long terme de 250 000. Le taux d'intérêt, il est de 4%. Le taux des amortissements, il est de 5%. Attention, pour les cartes de crédit, cela va dépendre des pays, mais par exemple en Suisse, le montant, si je ne me trompe, des intérêts n'est pas de 4%, il est de 15%, 13%, 14,9%. D'accord? Donc faites très attention à ces taux de crédit. Ces taux d'intérêt sont trop grands pour les cartes de crédit et je vous conseille de payer à la fin du mois, payer tout ce que vous avez emprunté sans devoir payer de crédit. Et donc, nous allons calculer les intérêts. 250 000 fois 4%, ça nous fait 10 000. L'amortissement, c'est-à-dire le remboursement annuel, c'est 250 000 multiplié par 5%, ça nous fait 12 500. Du coup, la dette à court terme annuelle, je vais payer 22 500. C'est ça ce qu'on appelle l'annuité. Parfois, on le paye par mensualité, mais c'est exactement la même chose. Et donc, vous voyez que lorsque moi, je vais prendre en compte dans mes calculs la dette à court terme afin de l'enlever de la fortune zakatable, eh bien, il y a les intérêts à payer. Et donc, pour nous, 10 000 francs. Et bien, du coup, pour nous, donc la dette à court terme est beaucoup plus grande à cause des intérêts à payer. Et du coup, en fait, il faut considérer dans la dette à court terme que le remboursement lui-même du capital que nous voilà. Et puis, comment on va corriger? Donc, fortune zakatable corrigée, c'est la fortune zakatable que nous avons calculée à laquelle nous allons ajouter des intérêts à payer puisque nous les avons ajoutés dans les dettes à court terme. On va souvent revenir à ces éléments de comptabilité parce qu'ils sont très importants pour nous, même si on ne va pas les utiliser, mais je vous montre juste comment on peut les utiliser.
Donc, dans les éléments de comptabilité, dans un bilan normal, alors bon, c'est un bilan pédagogique, maintenant les bilans, c'est une seule colonne, mais c'est le même principe. Hein. Nous allons avoir les urud de tijara, les biens commerciaux qui vont apparaître ici, regardez. Hein, ils vont apparaître ici dans les stocks de marchandises, c'est-à-dire dans les actifs circulants. Et dans les actifs immobilisés, nous avons ce que l'on appelle les immobilisations corporelles, c'est-à-dire le mobilier, les véhicules, les ordinateurs, les immeubles, les machines, les outils, tout ce dont tous les moyens de production de la petite ou de la grande entreprise. Voilà. Bien sûr, dans les actifs immobilisés, il va y aussi avoir les immobilisations financières, les immobilisations incorporelles, brevets, licences, etc. Donc, urud qinya, ils vont être placés ici, dans les actifs immobilisés. Et ça, c'est vraiment important à bien saisir. Et puis, les dettes à court terme sont dans le passif. C'est les fonds étrangers qui sont divisés en deux, catégorisés en deux parts, les dettes à court terme et les dettes à long terme. Et pour nous, en fait, on va utiliser, vous allez voir tout à l'heure, on va utiliser les actifs circulants et les dettes à court terme dans le calcul de la fortune zakatem si on utilise le bilan, mais on y viendra sous peu, Inch'Allah. Globalement, les activités économiques sont catégorisées en trois grands secteurs. Le secteur primaire, donc les produits de la terre, de l'agriculture, de la mer, etc. Le secteur secondaire qui est la transformation, c'est donc le secteur industriel, artisanal ou industriel, c'est la même chose. Et le secteur tertiaire, dans lequel il y a la distribution, donc ce sont les ventes et les services, même si actuellement, il y a la tendance à créer un quatrième secteur, le secteur quaternaire, c'est l'information. Mais nous, tout cela, on va le mettre dans le tertiaire. Mais du point de vue zakat, le traitement des activités économiques ne va pas suivre exactement cela. Au niveau du primaire, oui, puisque pour les produits de la terre, il va y avoir une zakat spécifique. Pour les produits de l'agriculture, il va y avoir une zakat spécifique aussi. Mais le secondaire va être intégré dans cette vision globale de la zakat. Nous allons globalement, les savants vont distinguer un premier secteur, le secteur des activités commerciales, donc c'est la vente, hein, c'est la vente sans transformation, et puis la vente avec transformation. La vente sans transformation, eh bien, c'est la boutique, c'est la supérette. Il peut, par exemple, comme les grandes surfaces, ici en Suisse, Migros, Coop ou Manor, ce qu'ils peuvent faire là, c'est juste le conditionnement. Ils achètent des sacs de 100 kilos et ils conditionnent en 100. En 1 kilo, par exemple, en des sacs de 1 kilo. Mais le conditionnement n'est pas une transformation. Mais par contre, il peut y avoir de la transformation, tout simplement comme une boulangerie, par exemple, ou des ateliers de transformation qui vont fabriquer des habits, etc. Dans ce cas-là, il y a une transformation et la vente qui va suivre après. Donc, c'est ce qu'on va appeler les activités commerciales, zakat, et qu'on appelle en langue arabe zakat urud tijara. Le deuxième aspect d'activité économique, ce qu'on appelle mustaghillat. J'ai traduit exactement cela et c'est une bonne traduction de ma part, je pense. Ce sont les activités d'exploitation. C'est-à-dire, c'est des exploitations qui s'appuient sur il y a deux, on va les expliquer encore. C'est par exemple les services qui s'appuient sur l'exploitation d'un bien durable. J'ai acheté un avion et voilà, et je fais du transport avec. J'ai acheté des véhicules et je les loue. J'ai une petite entreprise de location. Voilà. Ou bien, dans les mustaghillat, il y a aussi ce qu'on appelle l'exploitation animale. J'ai acheté un certain nombre de vaches et je vais vendre le lait qu'elles vont produire.
Voilà l'exploitation. Troisième catégorie d'activité économique, il y a les professions libérales, d'accord, soit réglementées comme la médecine, les éléments qui ont un rapport à la loi, notaire, avocat, etc., parfois non réglementés. Ben, c'est tout simplement, c'est par exemple des personnes individuelles ou d'une société qui font profession de designer, de webmaître, etc. Et puis, il y a aussi d'autres professions. Donc, les activités commerciales, comme on a dit, au niveau, alors sans transformation, pas de problème. Au niveau artisanal, avec transformation, menuiserie, boulangerie, travail du cuir. Et puis, au niveau industriel, c'est beaucoup plus conséquent. Et dans ce cas-là, les concepts de comptabilité vont s'imposer fortement et juridiquement. Nous, on ne va pas utiliser cela ici. Les activités d'exploitation, comme nous avons expliqué, et les autres activités, voilà. Nous, on ne va, dans le cas des actifs, dans le cas de l'étude des exploitations, on ne va étudier que les productions de services et pas l'exploitation des animaux. Les activités de biens commerciaux, donc urud tijara, c'est le concept fondamental de l'activité économique tel qu'il se faisait auparavant, mais maintenant, il n'est plus seul. Les moustarlets ont pris, pas le pas, mais ont pris une importance aussi grande que urud tijara, c'est-à-dire que le fait de vendre seulement. Alors, tout bien acheté, les biens commerciaux, c'est quoi? C'est quoi urud tijara? C'est tout bien acheté afin d'être revendu. D'accord? Avec ou sans transformation. C'est ça ce qu'on appelle urud tijara. Donc, ça peut être des produits alimentaires, des véhicules, des produits informatiques, des vêtements, des pièces détachées. Je peux acheter des maisons ou des appartements pour les vendre. Tout ça, ce sont des urud tijara, des biens commerciaux, des terrains à bâtir, des immeubles, si j'achète de l'or ou de l'argent que je veux vendre, etc. Si j'achète du bétail pour l'engrosser et le vendre, d'accord, achat de produits agricoles pour les vendre. Tout ça, ce sont des biens, des biens commerciaux, donc sur qui s'applique ce que dont nous allons parler tout à l'heure. Alors que ces biens soient importés ou exportés ou non, transformés ou pas, peu importe, tout ça c'est des urud tijara. Je les ai achetés pour les vendre, voilà le plus important. Qu'ils appartiennent à un individu, à un groupe d'individus, à une autre entreprise, urud tijara. Tous les biens commerciaux sont donc assujettis à la zakat d'un point de vue consensuel. Mais en fait, le commerce, ces biens commerciaux ne vont subir la zakat qu'avec une deuxième intention. On a dit la première intention, c'est quoi? C'est l'intention. La première condition, c'est quoi? C'est l'intention. L'intention, je les ai achetés. Pourquoi? Pour les vendre. Donc, il faut qu'il y ait cette intention-là. La deuxième intention, il faut que je les propose à la vente. D'accord? Il faut que je les mette à la vente. Alors, c'est quoi mettre à la vente? C'est à la vitrine, dans une boutique, ou bien actuellement sur tout support matériel ou informatique. Voilà, j'ai acheté 20 ordinateurs que je veux vendre et puis voilà, je vais les vendre sur Internet directement. Ça s'appelle urud tijara, tout ça. Donc, il faut la conjonction de ces deux conditions, l'intention et l'acte de commerce lui-même. Du fait que parfois, il n'y a pas de conjonction entre les deux, alors ces biens-là ne sont pas assujettis à la zakat. On va donner un exemple. Un véhicule ou une maison, par exemple, acheté par une personne pour son utilisation personnelle, mais avec l'intention de la revendre, si jamais la revente va lui procurer un gain, une plus-value, cette maison, ce véhicule n'est pas assujetti à la zakat. Une fois qu'il sera vendu ou qu'elle sera vendue, cet argent-là va subir bien sûr zakat. Un bien acheté par une personne dans l'intention de le revendre, c'est donc un bien commercial.
commercial. Mais une fois acquis, la personne décide d'en faire un usage privé. Ça y est, cette maison-là, elle me plaît, je vais y rester. Il n'y a plus de zakat sur cette maison-là. Un véhicule acheté par une personne pour son commerce, non pas dans l'esprit de le revendre, mais de l'utiliser dans son commerce, n'est pas taxé par la zakat, c'est un bien qiniya. Un bien reçu en héritage par quelqu'un, par exemple, reçoit une prime ou reçoit un héritage et qui décide de le vendre si la personne reçoit un appartement ou une maison en héritage et qu'elle décide de le vendre, il n'est pas considéré comme bien commercial parce qu'il n'a pas été acquis avec l'intention de le vendre. D'accord? Par contre, seront considérés comme biens commerciaux et donc assujettis à la zakat des véhicules achetés afin d'être vendus et que le propriétaire utilise pour ses besoins privés. C'est aussi le cas d'une maison achetée pour être vendue et utilisée entre-temps. La même chose. Hein? Alors, la question se pose, on y viendra, Inch'Allah. D'accord? Dans quelle catégorie entre la sous-location professionnelle immobilière et le service de conciergerie Airbnb, etc. En fait, il faut bien sûr distinguer. Il faut distinguer si j'ai le bien, même si on va en parler tout à l'heure, moi, le bien, il m'appartient et que j'utilise, c'est alors mustaghlet. Mais par contre, si moi, je fais la gérance de ces appartements comme Airbnb ou bien Booking, par exemple, pour les hôtels, etc., dans ce cas-là, c'est des services, ça n'est pas des mustaghlet. D'accord? Comment on va calculer? Alors, on va considérer d'abord deux cas, enfin trois cas, mais deux grands cas, le petit commerce et le grand commerce. On va considérer le petit commerce, le cas où ce petit commerce ne va pas avoir tendance à avoir des stocks. Voilà. Donc, c'est une boutique qui vend, par exemple, des fruits et légumes, ou bien qui achète du pain et de la confiserie et qui vend. D'accord? Dans ce cas-là, la zakat, elle est sur la fortune privée de l'individu seulement, même s'il exerce une activité économique, mais elle est si faible et puis il n'y a pratiquement pas de stock. D'accord? Si la personne, par contre, elle a tendance, si le commerce va avoir tendance à avoir des stocks, il va y avoir alors la zakat sur la fortune privée et la fortune sur les stocks et aussi sur les stocks, mais aussi les liquidités et créances du commerce. Nous allons voir tout ça avec des études de cas, Inch'Allah. Toute la question dans le commerce, toute la grande question, c'est comment évaluer les stocks de marchandises à l'échéance. C'est-à-dire, lorsque vient le moment de donner la zakat, comment évaluer les stocks de marchandises. Alors, cela, ça peut être n'importe quelle boutique, une supérette, vente d'ordinateurs, téléphone portable et accessoires, véhicules maison, etc. Petit commerce sans stock, comme je vous ai dit, il n'y a pas de stock, donc ça reste la fortune privée qui va être zakatable si elle dépasse le seuil de 85 grammes d'or, de la valeur de 85 grammes d'or et la durée d'appropriation d'une année lunaire. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Mais cette équation, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est l'équation clé. À chaque fois maintenant, on va lui ajouter des petits éléments jusqu'à aboutir au bilan d'une grande société. Voilà. Alors, les économies monétaires, c'est-à-dire tout le cash, toutes les liquidités qu'il a, or et argent s'il en a, si la personne elle en a, les créances à des tiers, et puis on enlève les dettes, mais les dettes à court terme, comme nous l'avons expliqué la dernière fois. Petit commerce avec stock et sans transformation.
Alors, deux questions se posent dans l'évaluation des stocks. Quelles sont les marchandises à considérer pour l'évaluation des stocks et à quel prix devra se faire cette évaluation? Dans notre cas, c'est un petit commerce, ce n'est pas très grand, parce qu'ensuite, on va élargir un peu plus le champ. Toutes les marchandises présentes chez lui, donc dans la boutique ou à la maison, dans un entrepôt, déposées chez une autre personne, celles qui sont achetées et qui ne sont pas encore arrivées au moment de l'échéance de la zakat, tout cela doivent subir la zakat et on doit évaluer leur valeur. L'évaluation, elle se fera au prix de vente du jour, non au prix d'achat. Hein? Elle se fera au prix de vente, non au prix d'achat. Alors, comment on va calculer la zakat dans ce cas-là? Alors, c'est comme c'est un petit commerce, donc on va ajouter à ces économies, donc à ces liquidités, sous toute forme, l'or et l'argent zakatable s'il est considéré. On va ajouter les créances sur donc, les siennes et celles du commerce. Les dettes, on va les enlever, les dettes à court terme, les siennes et celles du commerce, et on va trouver la fortune privée zakatable à laquelle nous allons ajouter la valeur des biens commerciaux, les stocks. C'est ce qu'on appelle les stocks urud tijara. Donc, à sa fortune privée, nous allons ajouter urud tijara de cette petite boutique et on va obtenir la fortune zakatable totale, donc privée plus stock. La même chose, si elle est supérieure au nisab, la personne doit donner zakat de 2,5%. Certaines questions sont posées. OK. Les intérêts à payer, d'accord. Ouais, la première question qui était posée, c'est il y a quelqu'un qui a de la marchandise qui ne trouve pas de revendeur. Donc, Ça, on trouve va, pas on, va d'acheteur. voir, on va voir tout à l'heure. Il y a un paragraphe sur ça. Pas de problème. Très bien. Ça ne fait rien. Je reviens sur la question des intérêts. Parce que c'est un élément qui rentre en tout. Hein. Alors, on a dit les intérêts reçus. Hein, les intérêts reçus, on les enlève tout simplement. Vous savez combien vous avez reçu d'intérêts. Vous les enlevez, vous les donnez aux pauvres et nécessiteux. Et ce qui vous reste, c'est ça qui va être zakatable. Maintenant, pour les intérêts à payer, alors il faut quoi? Il faut donner la zakat dessus. C'est quoi donner la zakat dessus? C'est-à-dire qu'en plus de la fortune zakatable calculée, il faut ajouter les intérêts. Pourquoi il faut les ajouter? Parce que, comme on a expliqué là tout à l'heure, comme on a expliqué, cette fameuse équation, formule, hein, voilà, ici, hein, nous enlevons les dettes. Hein, l'imam Malik dit non, ce n'est pas la peine. Mais la grande majorité des savants disent qu'on peut déduire les dettes à court terme. Mais dans ces dettes à court terme, qu'est-ce que j'ai inclus? Si moi, j'ai des intérêts à payer, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les dettes plus les intérêts. Du coup, les dettes vont être plus lourdes que normal. Non, ce qu'on peut déduire, c'est juste les véritables dettes. Les intérêts à payer, il faut les enlever de la dette. Comme la dette ici, elle est précédée par le signe moins, et donc il faut ajouter ici à la fortune privée zakatable ou la fortune commerciale zakatable, toute fortune zakatable, il faut
ajouter les intérêts à payer. Voilà. D'accord? Alors, si les prix de vente évoluent, positivement ou négativement, quelle que soit cette évolution, on va vendre au prix de vente actuel de ces jours-ci, des jours. Vous allez faire votre calcul de la zakat, par exemple, ces jours-ci, le 16 avril, hein, le 15 presque 15 Ramadan, 14 Ramadan. Et donc, aujourd'hui, ces produits, combien ils valent? On n'est pas à quelques centimes près, ni à quelques francs près, bien entendu. Et vous allez les évaluer ainsi. Ça, on va voir les inventules, Kessed. Il n'y a pas de problème, on va voir les inventules Kessed, Inch'Allah. Soupe. On pose d'abord les principes. Hein? Là, on pose les principes. Au début, on va détailler un peu les calculs. Ensuite, après, on va passer très rapidement, j'espère. Alors, quels sont les seuils et les échéances pour les petits commerces? Hein? Nous sommes toujours pour les petits commerces. Voilà, en fait, il avait un capital à partir duquel il a commencé à faire, du commerce. Il a acheté, bon, ici j'ai mis l'achat ici seulement, mais il peut avoir acheté plusieurs fois. Et donc, en fait, l'échéance de la zakat, ce n'est pas l'échéance des biens commerciaux achetés, c'est l'échéance, on l'avait expliqué ça la dernière fois, l'échéance du capital premier qui a permis l'achat de ces biens commerciaux. Donc, c'est là, c'est au 3002 ici, hein, 1435, que je dois donner la zakat. Donc, non seulement c'est l'échéance pour mes biens qui restent chez moi, mais c'est aussi l'échéance des stocks que j'ai calculés. Donc, c'est l'ensemble de la fortune zakatable, elle est à donner à ce niveau, à ce moment-là. Le seuil pour les petits commerces seulement. Pourquoi pour les petits commerces? Parce que le petit commerce, ça peut diminuer en cours d'année, ça peut diminuer sous le seuil, hein? Ça peut diminuer. Alors bien sûr, le premier cas, si la fortune du commerce dépasse toujours le seuil, c'est zakatable, il n'y a pas de problème. Si ici, même si on commence à moins que le seuil, mais le plus important, c'est plus que le seuil à l'échéance, pour l'imam Malik et Shafi'i, ils disent qu'il y a une zakat dessus parce qu'il est normal que, en leur temps, mais aujourd'hui aussi, les petites boutiques, hein, ils disent peu importe que la fortune diminue en dessous du seuil, c'est normal, c'est le travail de commerce. Et puis, pour l'imam Abu Hanifa, il ajoute un élément en plus. Il dit qu'il faut qu'il soit au début, que le seuil soit au début et à la fin. Il faut que le seuil soit dépassé au début et à la fin. Et donc, dans ce cas-là, pour les trois imams, c'est dû. Je vous ferai juste remarquer à ceux qui ont assisté la dernière fois avec moi, il y a une différence dans cette figure entre le petit commerce et l'individu. D'accord? Pour l'individu, c'est différent. Mais pour le petit commerce, dans ce cas-là, c'est différent parce que le commerçant, l'argent rentre et il sort à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour. Cahier pratique, très simple. Nous avons, par exemple, une boutique qui vend des produits alimentaires, des accessoires de cuisine. Le patron a un véhicule pour lui-même et il l'utilise pour la boutique. Donc, tout ce qui concerne ces moyens on les appelle économiquement les moyens de production, hein, les étagères, les placards, tables, balances, tout ça, c'est de urud, il n'y a pas de zakat. Véhicule propre pour la boutique aussi, urud, il n'y a pas de zakat. Les produits de nettoyage ne rentrent pas dans la zakat. Et puis, on va supposer que voilà le stock, les produits alimentaires qu'il vend, les produits, des éléments de cuisine, les autres produits à vendre, l'emballage quelconque, on va venir à ça.
l'emballage quelconque n'est pas à prendre, les stocks d'emballage quelconque ne sont pas à prendre en considération, ni les produits de nettoyage. Globalement, on va avoir, hein, si on donne ces chiffres-là, on va aboutir à 7600 par exemple. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on suppose que ça, ce sont les comptes de la fortune privée de l'individu, d'accord? Hein, d'accord? Ça, c'est la fortune privée de l'individu. Je vais juste diminuer. C'est bon. La fortune privée et pour le commerce aussi, voilà, hein, pour le commerce. Donc, chez lui, hein, il a des économies, d'accord? Il a des économies, pas d'or et d'argent à zakatable, il a des créances personnelles, il a des dettes à court terme, donc on va obtenir fortune privée zakatable. Et pour le commerce, il a aussi sa propre caisse, même si les fortunes ne sont pas séparées, mais globalement, il voit ce qu'il y a dans sa caisse. Combien il a vendu à crédit, hein, dans son carnet quelles sont les dettes qu'il a marquées aussi dans son carnet. Supposons qu'il lui reste encore un impôt à payer, d'accord? Les autres factures à payer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ajouter les liquidités, d'accord? Les économies à ce qu'il y a dans la caisse. Il va ajouter les créances aux créances et il va ajouter les dettes aux autres dettes. D'accord? Il va ajouter chaque catégorie avec l'autre catégorie pour obtenir finalement, hein, les liquidités totales, l'or et l'argent, il n'y a rien, les créances personnelles et celles du commerce, les données personnelles et celles du commerce, les dettes personnelles et celles du commerce, la valeur des stocks, et puis on ajoute le tout, mais on enlève les dettes et on obtient globalement, dans notre cas, 14 000, hein, et donc 2,5% comme zakat. Il faut bien préciser que la zakat, elle est due sur la fortune totale. Parce que regardez ici, dans notre cas ici, si on fait ce qu'il y a dans la caisse, plus les ventes à crédit, moins toutes les dettes qu'il doit payer, eh bien, on n'arrive pas du tout au seuil. D'accord? On arrive encore moins que le seuil. Beaucoup, beaucoup moins. On arrive à quelque chose de négatif. D'accord? 4 500 et 2 900. On va enlever 6 300, 3 100. Voilà. Donc, mais par contre, chez lui, il a une fortune. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument ajouter les éléments du commerce avec sa fortune privée pour trouver la fortune totale zakatable, Inch'Allah. Voilà. D'accord? Après, je ne peux pas répondre à ta question. Il faut que je suive le fil de ma conférence. Alors, la deuxième méthode, c'est de calculer chaque type de fortune, donc la fortune privée, la fortune commerciale, et puis donner la zakat sur chacune des deux, même si l'une des deux ou les deux prises de manière individuelle ne dépassent pas le seuil. Le plus important, c'est d'ajouter. Alors maintenant, on va aller à un peu plus important que ça. Nous, on peut, Saïd, mais on va voir selon la demande, hein, on va voir. On peut réserver une séance que pour les questions. D'accord? Parce qu'on ne peut pas. Ici, il y a certaines questions qui sont posées. Certaines vont trouver leur réponse en cours d'exposé, d'autres non. Mais on verra à la fin s'il y a un intérêt. On peut faire une séance que pour les questions, Inch'Allah. Aussi bien pour la fortune privée
que pour les activités économiques, bi'Illah subhanahu wa ta'ala. Principe d'évaluation des stocks. Donc ça, c'est pour les commerces plus importants. Qu'il y ait ou pas transformation, peu importe. D'accord? Donc on peut trouver des marchandises à revendre, d'accord? Les marchandises à transformer, tout simplement, hein, la farine, la semoule, le levain qu'achète le boulanger, mais plus sophistiqué, hein, plus sophistiqué que ça. Le tissu pour la confection de vêtements et ainsi de suite. Les marchandises commandées, payées et non encore arrivées, les produits qui rentrent dans la transformation, d'accord? Les produits n'entrant pas dans la transformation, alors ceux-là ne vont pas être considérés dans les stocks, et les stocks d'emballage. Allez, on va détailler tout cela. Les marchandises à considérer, comme tout à l'heure, ce sont celles qui se trouvent dans le lieu de commerce, dans les entrepôts, proches ou lointains, et dans les points de distribution. Celles qui se trouvent en cours de fabrication, donc si c'est des petites entreprises ou des grandes entreprises, hein, qui s'occupent de la transformation, donc c'est les produits semi-finis, qu'on appelle semi-finis, et celles achetées en cours de cheminement. L'évaluation. Si la vente, elle se fait en gros, l'évaluation se fait au prix de vente de gros. Si la vente se fait au détail, l'évaluation des stocks se fera pour ces marchandises-là au prix de vente de détail. S'il vend une partie, la personne, le commerçant, essayera de voir combien a-t-il en pourcent, combien vend-il en gros, combien vend-il au détail, et puis il déterminera à partir de cela. Les stocks des produits d'emballage. Si l'emballage n'ajoute pas de valeur à la marchandise vendue, d'accord? S'il n'ajoute pas de valeur, les stocks ne sont pas importants, ne sont pas à considérer du tout. Si par contre les stocks ajoutent de la valeur à la marchandise vendue, alors leur évaluation se fera à la valeur d'achat, puisque l'intention n'est pas de les vendre. D'accord? Si l'emballage a un coût non négligeable, en général, il est facturé au client, il faudra alors l'évaluer pour le faire intégrer dans le calcul de la zakat. La mévente. Donc, voilà. Et l'obsolescence. Alors, en cas de mévente, alors il précède la mévente. Alors, la mévente, elle peut être sous le fait de la péremption, hein, des produits, sous l'effet de la péremption, il ne peut plus les vendre. Ou d'obsolescence, surtout maintenant d'obsolescence. D'accord? C'est l'obsolescence programmée ou non, c'est une autre question qui se pose. Alors, quand est-ce qu'on peut déclarer une mévente et une obsolescence? Quand? Alors, il faut différencier parce que dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes ne veulent pas distinguer, faire ces distinctions. Or, elles sont fondamentales, hein, y compris pour les grandes entreprises. Elles sont fondamentales. Il y a des produits à obsolescence longue. D'accord? Un immeuble, un terrain, des gros engins et des machines. Ben, c'est ce que vous faites aussi pour ceux qui font économie, comptabilité. Hein? Ben, les amortissements, le temps d'amortir un terrain, c'est de l'ordre de 25 ans, 30 ans. Les gros engins, ça va jusqu'à 20 ans, etc. Donc, ça va dépendre. Il y a des produits, des éléments à obsolescence moyenne, comme les véhicules, comme les lunettes, donc les lunettes aussi bien les montures que les verres, etc., que les meubles que l'on vend. On peut considérer 4 à 5 ans, une obsolescence de 4 à 5 ans, elle peut aller un peu plus. L'obsolescence courte, elle va concerner surtout les objets informatiques, les téléphones, l'électronique, donc considérer 2 années comme obsolescence. Et donc, et les produits périmés, bien sûr, ne plus les considérer comme biens commerciaux. Bien sûr, ils sont périmés, ils sont interdits à la vente, c'est fini. Alors, il y a 2 solutions. D'abord, baisser les prix et les vendre, c'est mieux.
pour la personne, etc. Mais si on ne peut pas baisser les prix ou pour autre chose, s'il y a effectivement mévente ou obsolescence, mais en considérant ces temps approximatifs d'obsolescence, de pouvoir dire qu'il y a obsolescence, dans ce cas-là, on ne donne pas de la zakat sur ces produits, on ne donne pas la zakat sur ces produits et on ne donne la zakat qu'une fois que ces produits sont vendus. Alors là encore, il y a une divergence, mais actuellement, c'est l'avis de l'imam Malik qui fait autorité et on donne la zakat pour une année au moment de la réception du paiement. D'accord? Donc, pour la mévente, voilà, je vous ai répondu. Pour la mévente, pour une cause voilà, en général, c'est pour l'obsolescence, ça y est, les gens n'achètent plus. Ça va dépendre des types de produits, obsolescence longue, moyenne ou courte. Et en fonction de ça, vous allez, bien sûr, si vous n'arrivez pas à le vendre, eh bien, vous n'allez plus l'intégrer dans le calcul des stocks de marchandises. C'est bon? Calcul de la zakat. Donc, alors dans ce cas-là, dans les commerces plus importants, on est supposé faire une distinction entre la fortune privée et la fortune commerciale. D'accord? On est supposé faire cette distinction-là. Alors, quels sont les éléments de la fortune commerciale zakatable? Les liquidités au sein de l'entreprise, c'est tout l'argent cash dans les comptes, dans les dépôts, dans les épargnes. On y ajoute les métaux précieux, or et argent, si l'entreprise, c'est le grand commerce, il en a, plus les créances sur total, plus la valeur des biens commerciaux, moins les dettes à court terme commerciales. Et puis, ici, en général, la fortune commerciale zakatable, elle va dépasser le seuil, donc systématiquement, on va donner 2,5% comme zakat. Il peut y avoir des questions sur cette formulation. Vous voyez, c'est la même formulation que pour l'individu, mais pour l'individu, c'est les économies ici, en étant un peu plus cette notion, et on va écrire liquidité. D'accord? Liquidité. Alors, il peut y avoir des questions, et si j'ai des charges, comment je vais faire avec les charges? D'accord? Et les impôts qui me restent à payer. En fait, les charges du commerce, d'accord? La TVA aussi. Les charges du commerce, est-ce qu'elles ont été payées ou pas? Si elles ont été payées, eh bien, elles sont dans les liquidités, tout simplement, mais en moins, les liquidités ont diminué. Si ces charges du commerce n'ont pas encore été payées, eh bien, elles vont être considérées comme des dettes à court terme. Vous avez des factures que vous n'avez pas encore honorées. C'est des dettes, tout simplement. Les impôts non encore payés sont aussi dans les dettes à court terme. Et ce que vous avez payé, là aussi, vous les avez payés avec quoi? Avec vos liquidités. Donc, elles ont diminué les liquidités. La TVA aussi. Il y a certains qui s'échinent j'ai vu des travaux comme ça, certains qui s'échinent à chercher midi à 14h, comme on dit, sur la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, bien sûr, vous savez. Vous devez la payer, du moins en Suisse, en France, ailleurs, je ne sais pas. Tous les 3 mois, vous devez verser, d'accord? Et à la fin, vous devez verser le complément, ce qui reste. Donc, la TVA, elle a soit été déjà payée en partie, donc elle a diminué les liquidités, soit elle n'a pas été payée. Ce qui n'a pas encore été payé, ça va se retrouver dans les dettes à court terme. Voilà. Donc, pour ce commerçant-là, qui a un commerce un peu plus important, une supérette, etc., il y a la fortune zakatable que nous avons calculée, et il ne faut pas qu'il oublie de donner la zakat sur sa fortune privée. Mais il peut faire la somme des deux, il peut agréger les deux et donner la zakat sur
sur la fortune totale. Voilà. Alors, ici, je m'arrête juste pour voir s'il y a des questions sur ici. Est-ce que la valeur du fonds de commerce est zakatable? Non. Au moment de la cession, tant qu'il n'est pas vendu, il n'est pas zakatable. Il est placé dans les actifs immobilisés. D'accord? Voilà. Donc, il n'est pas. Mais lorsqu'il va être vendu, il faut donner la zakat sur sa vente, sur le produit de sa vente. Voilà. Quand commence à peu près la distinction entre fortune perso et commerciale, ça c'est l'individu qui décide. Ça c'est l'individu qui fait le commerce. Vraiment, il dit, voilà les comptes du commerce et voilà mes comptes personnels. Ça c'est l'individu qui décide. Soit qu'il mélange le tout, on a vu à travers le petit commerce, il mélange le tout, c'est possible de travailler comme ça, ou bien là, si vraiment c'est un commerce un peu plus important, il est préférable plutôt de distinguer les deux zakats. Voilà. Pour payer zakat commercial, justifié, non, on n'a pas besoin de justifier, ça c'est entre vous et Dieu, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Si je ne mélange pas, le problème, si on ne mélange pas, on peut avoir, par exemple, voilà, supposons que le seuil il est de 5 000. Le seuil il est de 5 000. Ma zakat privée, ma fortune privée, elle est de 3 000. La fortune de mon commerce, elle est de 4 000. Aucune des deux n'arrive au seuil. Donc, je ne vais pas travailler comme ça. Je vais ajouter les deux et je vais voir les deux. Est-ce que la somme des deux fortunes, est-ce que ça dépasse le seuil ou pas? Voilà. Ici, il y avait la question qui revient là par rapport à comment sortir parce que quelqu'un d'autre l'a posé. Je pense que, je ne sais pas si moi j'ai bien compris ça, parce que parfois certaines entreprises Au niveau, pas. oui, c'est bon, c'est pour la comptabilité, vous voulez dire. Voilà, ouais. C'est pour la comptabilité. Eh bien, dans la comptabilité, il y a une approche par le don. Vous pouvez faire un don. D'accord? Ça n'est pas une charge, c'est compté dans les charges, mais c'est un don. D'accord? Donc, vous faites liquidité. Si on rentre dans l'écriture comptable, liquidité à don, tout simplement. Hein. Vous créez un compte de donation, tout simplement. Voilà. D'accord? Mais il y a aussi l'option pour certains, parce que si l'entreprise ne leur appartient pas à 100%, ils peuvent la sortir eux-mêmes, enfin au pire, quoi. Eh bien, ils la sortent avec leur propre argent, c'est tout simplement. Hein. Tout simplement. Voilà, d'accord? Voilà, c'était par rapport à dans le même sujet. Donc, une entreprise avec plusieurs associés. On arrive à ça. On arrive à ça. J'espère juste que l'on aurait suffisamment de temps. Inch'Allah. Alors, si on utilise les notions comptables, voilà. En fait, la fortune commerciale zakatable, attendez, juste là, je dois diminuer la grosseur là. Juste, je diminue, là, il est trop gros là. Il n'arrive pas. Voilà. Non. Non. Voilà. C'est bon. Allez, on ferme la parenthèse. Alors, en fait, regardez, nous avons dans les actifs circulants les liquidités, les créances, les stocks de marchandises et bien sûr les types de placements. On peut encore ajouter les actifs transitoires. Et dans les passifs, dans les fonds étrangers, nous avons les dettes à court terme, c'est les dettes fournisseurs et toutes les autres dettes aussi. Les dettes à long terme, les actifs immobilisés, les fonds propres. Et en fait, la fortune commerciale zakatable,
elle est égale aux actifs circulants moins les dettes à court terme. Bien sûr, il y a encore des petits détails que je développe dans le chapitre sur les sociétés, mais ça ne fait rien. Dans les créances, on ne va considérer que les créances sûres, pas les créances perdues. Et là encore, il y a beaucoup de développement. Mais ça, c'est pour montrer qu'en fait, nous sommes déjà en train de travailler avec les concepts comptables. Alors, commerce sans transformation, c'est un commerce, un grand commerce, téléphone portable et accessoires, un seul propriétaire, et puis on va voir deux propriétaires, deux copropriétaires. Ce commerce vend des produits informatiques, il a du matériel informatique pour lui-même, pour sa gestion, et puis il vend du petit matériel pour réparer le téléphone, mais ce n'est pas grand-chose pour eux. Et puis, il a différents emballages communs et cabas plus chers qu'ils offrent. Alors, téléphone portable qu'ils ont à vendre, zakat, oui, dans les stocks. Accessoires à vendre, zakat, oui. Emballage simple, non, n'ajoute pas de la valeur au produit. Emballage coûteux, oui. Évaluation du stock. Boutique, la boutique elle-même, non, c'est un moyen de production. Meubles étagères informatiques pour la gestion, non. Véhicule personnel, appareil de réparation, d'accord? Alors, si on prend des chiffres comme ça, c'est juste pour montrer. Alors, voici les montants de l'inventaire des seuls produits soumis à la zakat à l'échéance, les liquidités du commerce, les créances et les dettes envers tiers. Ce commerçant doit encore payer des impôts et rembourser la TVA restante. Il a déjà remboursé la TVA, la première partie. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, on va, pour les stocks, ce sont le stock des téléphones portables, d'accord, des téléphones portables, les stocks moins ceux qui sont arrivés à obsolescence. Ils n'arrivent pas à les écouler. Il y a des écouteurs, il y a des couvercles de smartphones qui n'arrivent pas à écouler, etc. Supposons qu'il en a quand même aussi. Supposons qu'il en a aussi ici. Il a des accessoires, c'est normal, il paye dessus. Les emballages coûteux, c'est normal, on va les prendre en compte. Et donc, la somme de tout va nous donner le total des stocks, 65 600. Calcul des dettes à court terme, donc les dettes à court terme, plus ce qu'il a encore à payer, plus ce qu'il doit encore payer, voilà, ça nous donne ce chiffre-là. Et puis, maintenant, il doit aussi corriger des intérêts de 350. D'accord, des intérêts à payer. Voilà, il s'est laissé aller, il doit les payer. Alors, on va mettre les liquidités, on va mettre toutes les créances ensemble, on va mettre toutes les dettes ensemble, on va déduire moins, on va mettre les stocks que nous avons calculés, et puis on obtient la fortune commerciale zakatable. Voilà. D'accord? Mais de cette fortune-là, il faut encore corriger les intérêts à payer. D'accord? Il faut corriger les intérêts à payer. Et il faut donc, dans notre cas, il faut les ajouter, pas les retrancher. Ce n'est pas des intérêts reçus. Et puis, on obtient le total, finalement, 126 540 et la zakat, 2,5%. Et le propriétaire devra donner en plus la zakat sur sa fortune privée. Maintenant, s'ils sont deux copropriétaires, alors chacun, par exemple, l'un, il est à 40%, l'autre, il est à 60%. Supposons que c'est la même. Nous sommes ici à 125 540. C'est la même boutique. Alors, en fait, moi, j'ai considéré ici deux choses. Un, ce qu'on appelle
on applique le principe de l'kholta. Le kholta, c'est le mélange. C'est-à-dire, on va considérer l'entreprise comme si c'était un individu, d'accord, avec lequel on va calculer la zakat. Voilà, c'est ce qu'on a calculé. D'accord? Et ensuite, après coup, la deuxième supposition que j'ai faite, la deuxième supposition, c'est que j'aurais dû faire ici le calcul de la part de chacun, mais si, c'est bon. Donc là, la part de A, voilà la part de A, d'accord? La deuxième supposition, c'est que j'ai supposé que les deux, c'est des musulmans qui donnent la zakat, d'accord? Donc voilà, il a la zakat à donner à lui, et le B, lui aussi, il doit donner la zakat sur sa part ici. Maintenant, si c'est un non-musulman, eh ben, si A est musulman et le B non musulman, il n'y a que A qui donne la zakat sur sa quote-part seulement. D'accord? Sur sa quote-part seulement. Si je vends mes produits à 20 € sur Internet, 5 € d'emballage et 15 € le produit, je paye la zakat de mon stock des produits avec ou sans emballage. Mais non si, si les chiffres sont comme tu as cité, mon frère ou ma soeur, ça doit être un emballage commun. Non, cet emballage-là n'entre pas dans le compte des stocks à considérer. D'accord? Ça n'entre pas du tout dans le stock à considérer. C'est bon? Commerce avec transformation, c'est le cas par exemple d'une boulangerie qui transforme la farine, la semoule et d'autres ingrédients. Donc, quels sont les éléments de stock? Des produits finis, le pain, bon, mais en fait, le pain, il ne va pas rester en stock, hein, non? Par contre, les matières premières, farine, semoule, etc., vont rester en stock. Les produits additifs, levain, sel, sucre, chocolat, etc., vont rester en stock. L'emballage, il est commun, et puis il a des produits de nettoyage. Et bien, du coup, il y a les produits finis, il n'y a pas de stock, puisque le pain, il ne va pas le garder, il va le donner. Les matières premières sont à considérer à leur valeur d'achat, à leur prix d'achat, et les produits additifs. Mais les produits de nettoyage, non. Les emballages, non, ne sont pas considérés dans les évaluations de stock. Donc, dans notre cas, voilà, on peut faire un calcul sans problème. Voilà, il n'y a pas. Puis on obtient, voilà, les liquidités qu'il a au niveau du commerce, ses créances, les stocks. Donc, c'est le calcul que j'ai fait tout à l'heure, ici, en fonction des données. Donc, 12 800, hein, j'avais mentionné ici. Donc, 12 800, moins les dettes et sa fortune zakatem. Il ne doit pas oublier de donner la zakat sur sa fortune privée. Deuxième type d'activité, et ça, c'est très, très, très intéressant. C'est un sujet vraiment formidable. Alors, je l'ai globalement illustré, résumé dans cette illustration, ce qu'on appelle les revenus d'exploitation de Mustarlet. Je ne sais pas si vous allez en trouver un peu sur Internet, sur le Mustarlet. Allez, c'est quoi le Mustarlet? Globalement, comme on a vu juste au début, hein, juste au début, il y a deux catégories de Mustarlet. Des activités de service. D'accord? J'achète des véhicules que je loue. J'achète des appartements que je loue, qui m'appartiennent et que je loue. Les véhicules m'appartiennent et que je loue. J'achète un avion que je loue. J'achète un bus que je loue. D'accord? Donc, ici, ce sont des produits de location ou ici, ce sont des produits de transport. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on doit distinguer les services d'intermédiation.
les services d'intermédiation, les agences de voyage, elles ne possèdent pas les moyens de transport. C'est donc, ce n'est pas des moustarlets, hein, même si on peut les traiter comme ça, mais ce n'est pas des moustarlets, ni les gérances de location. D'accord? Elles ne possèdent pas les appartements, donc ni Airbnb, ni Booking, etc. Mais par contre, celui qui a un hôtel et qui loue les chambres, c'est là ce qu'on appelle mustarlet. Celui qui a des appartements et qui loue à qui? Et qui loue soit à travers Booking.com ou à travers Airbnb, etc. Dans ce cas-là, là aussi, il faut qu'il donne la zakat sur ses produits de location. Il n'y a pas de zakat ici sur les moyens de production. Donc, même si tu as 100 véhicules que tu loues, il n'y a pas de zakat sur ces 100 véhicules. Même si tu as 1000 appartements à vendre, 1000 appartements à louer et que tu les loues tout simplement, eh bien, il n'y a pas de zakat sur ces urud qinya. Et la même chose ici. La deuxième catégorie que nous n'allons pas traiter aujourd'hui, c'est les activités de production animale. C'est par exemple la filière lait. J'ai un certain nombre de vaches dont je tire le lait et que je vends. Ou dont je tire les peaux, je vends les peaux. La filière volaille, j'ai des volailles et je tire les œufs dont je tire les œufs et que je vends. Alors bien sûr maintenant, donc la zakat, il n'y a pas de zakat sur le bétail que j'exploite au sens propre du terme, pas au sens négatif du terme, mais il y a la zakat sur les revenus. Donc sur les revenus, c'est pour ça qu'on les appelle des revenus d'exploitation. D'accord? Maintenant, si ce bonhomme-là, il transforme une partie du lait, il va le transformer en fromage qu'il vend sous forme de fromage, alors il a en plus la zakat de urud tijara, des biens commerciaux. Et la même chose ici. Donc, on va voir deux cas, une petite laverie de vêtements et une agence de location de voitures. Alors, le principe de calcul, comment on va calculer? Alors, c'est la grande formule que beaucoup de savants ont apportée. Voilà. Ce sont les revenus nets qui sont assujettis à la zakat. C'est-à-dire, et pas les revenus bruts, c'est-à-dire des revenus bruts, nous devons enlever les charges inhérentes. D'accord? Maintenant, si l'exploitant n'a que ce moyen pour vivre, alors il peut enlever en plus des revenus bruts, il peut enlever ce que moi j'appelle charge de subsistance, c'est-à-dire son salaire, avec quoi il vit. Voilà. Mais les charges de subsistance ne doivent pas dépasser le tiers des revenus nets. Et encore, le tiers des revenus nets, cela doit être un cadre normal. C'est quoi un cadre normal? Eh bien, si tu as un revenu normal, ça n'est pas un revenu par mois, hein, de 20 000, 30 000 euros. Ça, on ne le considère pas comme salaire normal. D'accord? Et c'est un peu élevé quand même. Donc, voilà. Donc, globalement, les savants précisent, on peut, pour la personne, si elle n'a que ce moyen de vivre, elle peut enlever sa charge de subsistance. Tout ça est assis par les hadiths. Hein? Moi, je n'y viens pas. Globalement, ça doit être entre un quart et un tiers des revenus nets. S'il prend plus que cela, dans le calcul de sa zakat, il ne va considérer que cette portion-là. Donc, s'il prend plus, ce sont ses biens. S'il prend plus, ça ne fait rien, mais dans le calcul de la zakat, il ne va considérer que le tiers des revenus nets, Inch'Allah. Alors, quand est-ce qu'il va donner? Ici, il y a 3 grands avis. Il y a le premier avis qui est naturel, normal, c'est que, mais ce premier avis présuppose que les revenus viennent de temps en temps, plusieurs fois par an.
Et donc, à chaque fois que le revenu vient, à chaque fois que le revenu vient, eh bien, une année après, je donne la zakat dessus. Mais vous voyez bien que si j'ai plusieurs revenus par an, est-ce que je vais pouvoir gérer toutes ces zakats ou pas? Ça va être la pagaille, impossible. Deuxième avis qui est intéressant, c'est le fait de donner la zakat au moment de la réception. Mais le meilleur avis qui a été donné dans ce cas-là, et afin de faciliter le commerce même de l'individu, c'est que tous les revenus qui arrivent, tous, vont s'ajouter, et il y a une seule échéance pour ce qu'il avait et ce qui est venu durant l'année lunaire. Donc, une seule échéance sur la totalité, c'est très généreux, mais c'est aussi beaucoup de facilité pour la gestion de son commerce. Alors, un exemple, une laverie automatique, c'est une personne qui a acheté des machines à laver automatiques et qu'il met en libre service. D'accord? Alors, dans notre cas, c'est une petite laverie, hein? D'accord? Il y a donc la confusion des fortunes. Le bonhomme ne tient pas à la comptabilité de chaque chose pour lui et pour sa laverie. Alors, à l'échéance, donc à l'échéance, le haoul, donc on va avoir des liquidités. Donc, dans les liquidités, il va avoir ses propres économies, ce qu'il a reçu comme revenu, et puis il a aussi payé les charges. Supposons qu'il n'a pas d'or et d'argent. Les créances privées et commerciales, les dettes privées et commerciales, et on fait le tout, on ajoute le tout. Les dettes sont à déduire. Et puis, voilà, on trouve tout simplement ça. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, le revenu net, il doit calculer, est-ce qu'il va appliquer la formule que nous avons développée tout à l'heure? Ben non, il ne va pas pouvoir l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est une personne, confusion des fortunes, ce qui rentre, c'est déjà dans sa poche. Voilà, ce qu'il paye, il paye de sa poche des ses comptes bancaires. Donc, c'est une application très simple de la chose. Voilà. Maintenant, s'il y a une distinction des fortunes, et puis dans un autre exemple, c'est par exemple une location de véhicule. Alors, supposons que au début de l'exercice, c'est-à-dire de l'année, il y a des liquidités, il a des créances et il a des dettes aussi à court terme. Et puis, les résultats de l'exploitation, donc là, vraiment, il a distingué tout. Donc, il fait ses comptes à la fin de l'année Haoul hégérienne. Voilà les revenus bruts. Voilà les charges qu'il a payées. Il les déduit. Voilà les revenus nets. Et supposons qu'il n'a que cette laverie pour subsister. Et donc, il va enlever son propre salaire. Voilà. Et il va obtenir les revenus nets zakatables. Voilà. Alors, comment il va faire? Alors, il va ajouter ses revenus nets zakatables aux liquidités. D'accord? Donc, il va ajouter, ou tout simplement, ici, nous avons le total du début de l'exercice. Donc, le total du début de l'exercice, plus les revenus nets zakatables, ça lui donne la fortune commerciale zakatable et la zakat correspondante. Et il ne doit pas oublier sa fortune privée. Il doit donner aussi sa zakat. Vous voyez ici, la fortune privée zakatable, elle est plus faible que le seuil, mais du fait qu'il a aussi la fortune commerciale qui est importante, alors il doit donner la zakat. Ou bien il peut ajouter la fortune privée zakatable à sa fortune commerciale zakatable, tout simplement, et donner la zakat dessus. Voilà. D'accord? Il peut donc les ajouter les deux,
et calculer la zakat dessus. Si c'est une entreprise avec comptabilité, alors les revenus, eh bien, une partie ont été encaissés, ben, ça se retrouve dans les liquidités. Une partie l'a vendu à crédit, ça se retrouve dans les créances, ça augmente ses créances. Pour les dettes, une partie a été payée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va diminuer les liquidités. Une partie reste à payer, c'est les factures qui lui restent sur les bras et qu'il doit absolument honorer. À ce moment-là, on va trouver ce tableau-là, hein, le tableau général, le bilan de son entreprise. Liquidité, donc c'est les économies plus les revenus encaissés moins DCT payés. Alors bon, ici, lorsque lui, il va voir ses comptes de liquidité, ça ne va pas lui écrire tout ça. D'accord? Ça ne va pas lui écrire tout ça, non. Mais lui, il va voir quoi? Il va trouver 68 000. Les créances, il va trouver 44 600. Les DCT, il va les comptabiliser, les calculer, il va trouver 20 400. Et puis, on va appliquer tout simplement. D'accord? Soit liquidité plus créance moins les dettes commerciales, on trouve ça. Ou bien, si, on peut appliquer actif circulant moins dettes à court terme sans problème. Voilà. On a terminé pour cette partie des mustarellet. Il nous reste encore une petite partie. Est-ce qu'il y a des questions dessus ici? Il y avait une question en fait assez importante, je dirais, sur parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui est tangible, mais parfois les entreprises qui ont des actifs non tangibles, qui peuvent être des logiciels, etc., que ce soit utilisés ou à vendre, ou parfois les gens ne vendent des services, vendent des connaissances, entre guillemets, ou vendent des cours. Comment ça se passe pour des actifs non tangibles? Alors, tout ce qui se vend, qu'il soit tangible ou non tangible, tout cela qui a été acheté pour être vendu et qu'on a proposé à la vente, dans ce cas-là, ce sont des stocks commerciaux, c'est des biens commerciaux et donc des stocks qu'il faut considérer. Voilà. D'accord? Donc, regardez, voilà. Donc, tous ces stocks-là, tout ce qui a été acheté, matériel ou immatériel, afin d'être revendu, il faut distinguer entre ce qui a été acheté ou ce que nous possédons et que l'intention n'a pas été de les acheter, mais plutôt, de les conserver. Ça, c'est dans les actifs immobilisés. Dans les actifs immobilisés, on va revoir. Donc déjà, dans cette vidéo, vous voyez bien là, au niveau des biens, comment j'ai expliqué ça. Mais pardon, non. Voilà. Vous voyez ici, hein, sur cette illustration, dans les actifs immobilisés, il y a ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles. Ce sont les brevets que nous avons achetés. Ce sont les licences que nous avons achetées. Ce sont nos propres marques. Ceux-là ne subissent pas la zakat par eux-mêmes, ces immobilisations. Mais si je les vends, à ce moment-là, le montant de leur vente va subir la zakat. Voilà. Alors, à une échelle un peu plus petite, moi, j'ai des droits d'auteur. Est-ce que je paye la zakat sur les droits d'auteur? Non, sur les droits d'auteur, il n'y a pas de zakat. Sur les revenus des droits d'auteur, il y a de la zakat. Voilà. D'accord? Et donc, si vous avez une entreprise qui fabrique, qui élabore des logiciels et qui vend cela, alors vous allez me dire quel est le stock que nous avons. D'accord? Quel est le stock? Est-ce qu'il y a un stock de logiciels? Est-ce qu'il y a un stock de logiciels?
Je pose la question. Est-ce qu'il y a un stock de logiciels? Je sais pas, Il n'y non. a pas de stock. Hein, il n'y a pas de stock. Non, non. D'accord? Il n'y a pas de stock de logiciels. Un stock d'applications, non. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat sur les stocks puisque le stock n'existe pas du tout. Il y a quelqu'un qui a posé la question que nos imams ne nous ont jamais dit sur le prix de vente. Moi, je vous apporte la preuve, pas maintenant, hein, je ne peux pas, je vous apporte la preuve que les grands savants disent qu'il faut donner sur le prix de vente, pas d'achat, absolument. D'accord? Sur les prix de vente, pas les prix d'achat, non, non. Alors, bon, certains, moi j'ai écouté un cheikh marocain, ça m'a plu ce qu'il avait dit sur le Tijara sur 14 minutes. Lui, il dit on va tout évaluer au prix de gros, ce qui est faux. Tous les grands savants, je dis Cheikh Qaradawi, je dis Cheikh Qaradari, je dis aussi Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Tout cela dit, c'est sur le prix de vente et pas autre chose. Ça, titre de placement et titre de participation. Les titres de placement, c'est à court terme. Ce que vous achetez et que vous vendez. Et participation, ce que vous achetez pour garder longtemps. Là aussi, il y a toute une étude de la zakat dessus. C'est bon? On peut y aller? Je ne sais pas s'il y a encore... Ouais, c'est tout bon. Il y avait cette question des titres et tout, mais ça, on pourra aborder, je pense, une autre On ne fois. peut pas aborder ça, oui. Ouais. Voilà. Sinon, le reste, je pense que c'est bon. OK, alors on va terminer avec cette troisième partie. Je n'ai jamais espéré pouvoir terminer aussi rapidement, j'ai eu peur, mais ça va, machallah. Alors, la zakat des autres services. Donc, ça n'est pas les services qui s'appuient sur un bien durable. Alors, ça peut être comme j'ai dit, les services, donc les services de gérance, de location, les agences de voyage, mais aussi un médecin, une clinique, hein, un médecin, une clinique, un dentiste, un cabinet d'avocats, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on peut appliquer deux méthodes. Soit la méthode des biens acquis, soit la méthode des revenus mustarlet, même s'il n'y a pas un bien durable. Mais on peut appliquer les deux. D'accord? Alors, il faut aussi distinguer une profession individuelle petite par son ampleur, d'accord? Donc, les revenus tous les jours, payer les charges tous les jours, etc., les économies chaque mois, ou une profession collective un peu plus importante, cabinet d'avocats, de médecins, architecture, etc. D'accord? Alors, globalement, si c'est une petite agence de voyage, hein, quelqu'un qui vend du voyage, tout simplement, hein, qui vend du voyage, ben, il n'a aucun stock, bien entendu, ça n'est pas Tijara. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de distinguer entre les fortunes privées et les fortunes commerciales. D'accord? C'est le schéma très simple de la fortune privée. D'accord? Dans ses économies, il met tout, y compris ce qu'il y a dans la caisse de sa boutique à voyage. Dans les créances, il y a aussi ses créances personnelles propres et les créances de la boutique. Hein. Et puis, on fait le calcul tout simple. Hein. Économie plus créance moins dette égale fortune zakatable. Si ça dépasse, zakat 2,5%. Si on applique les mustarlets, par exemple, et puis on va travailler avec un exemple d'un vétérinaire. D'accord? Un vétérinaire, on va lui appliquer la méthode des mustarlets, c'est-à-dire le revenu net imposable est égal au revenu brut, moins les charges inhérentes, moins les charges de subsistance qu'on a développées tout à l'heure. Alors, premier cas, supposons qu'il ne vend pas de produits. Hein? Il ne vend pas de produits. Alors, supposons qu'au début, lorsque nous disons l'exercice, c'est l'activité, hein, l'activité comptable. Hein. Au début,
il avait ses liquidités, ses créances, ses dettes à court terme, et puis sa fortune. Et donc, cela donne la fortune initiale au début de l'échéance. À la fin de l'échéance, supposons qu'il a, voilà, les revenus bruts et il a des charges. Il a utilisé des seringues, des pansements, des attelles, etc. Il a d'autres charges à payer pour sa boutique, d'accord? Salaire, électricité, etc. Et il va prendre un salaire. Il va prendre un salaire. Alors ici, on l'a calculé. Moi, je l'ai calculé, hein, un tiers. Voilà. Et donc, le total des charges, voilà, c'est le revenu net zakatable. Et donc, il va ajouter les revenus nets zakatables à la fortune initiale de l'entreprise ici. Voilà, et il va donner tout simplement. À cette zakat, il faut ajouter celle de la fortune privée. Cette dernière n'ayant pas été intégrée dans mes calculs ici. Maintenant, s'il vend aussi des produits, alors le vétérinaire, il vend, le médecin, non. L'avocat, le notaire, en général, non. Mais le vétérinaire, il vend des produits aussi. D'accord? Alors, il lui reste un stock de produits à l'échéance. D'accord? Ça, c'est le revenu des ventes qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Voilà. C'est le revenu des ventes qu'on a vu tout à l'heure. Il a un stock final. Et puis l'année, il a commencé avec un stock initial. D'accord? Alors, on va reprendre exactement les mêmes calculs. Les revenus bruts, on va enlever les charges et les autres charges. On va enlever le salaire qu'il se prend. Ça, c'est la totalité des charges. On obtient les revenus nets et on va ajouter ce qu'il a vendu. On va ajouter ce qu'il a vendu et on va ajouter la différence de stock et on obtient finalement les revenus totaux zakatables. Alors tout ça, bon, c'est peut-être un peu difficile pour les gens, mais pour les fiduciaires, les comptables, ils doivent savoir faire tout ça. Voilà, ils doivent savoir faire tout ça. Et le calcul se fera ainsi, c'est la même chose. Hein. Les liquidités du début, voilà, 37 800. On les ajoute aux revenus totaux zakatables et on obtient la fortune totale zakatable. Et si la personne, elle utilise finalement l'outillage comptable, c'est donc les actifs circulants, moins les dettes à court terme. Ouais. Remarque sur la TVA et les impôts, j'ai déjà parlé de ça, mais je reviens. La TVA n'appartient pas aux commerçants, elle est prélevée par le vendeur de biens physiques ou de prestations et reversée telle qu'elle à l'État. À l'échéance Haoul, une partie est reversée à l'État. D'accord, une partie a été reversée à l'État. Donc, le compte liquidité va diminuer d'autant. Et la partie restante à reverser à l'État, eh bien, ça va être tout simplement des dettes à court terme. Donc, elle est toujours prise en compte de manière implicite dans nos calculs. Et de même pour les impôts. Ce qui a été payé, ça a diminué le compte de liquidité. Ce qui ne l'a pas été va être pris en compte par les dettes à court terme puisque c'est une dette. Voilà. Shukran. Merci pour ces explications, cette présentation, Dr Brahmi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, donc, on a mis ici dans le chat de discussion des liens utiles. Donc, tout ce travail-là, vous trouverez aussi sur notre site pour les personnes, que ce soit des privés ou des professionnels avec l'entreprise, un calculateur de zakat, un service de calcul, surtout pour les Suisses, pour les entreprises, avec qu'on a des partenaires suisses alémaniques en Suisse romande. La série aussi avec Dr Brahmi sur YouTube, donc n'hésitez pas à la regarder, on rentre un peu plus dans le détail sur certains points bien précis de la zakat. N'hésitez pas. Et bien sûr, une fois à la question, etc. Donc, surtout, je m'adresse ici aussi aux Suisses, etc., qui nous écoutent.
que ce soit sur Facebook, ici sur Zoom. Donc, la zakat aussi. Donc, ce webinaire, il est là, mais derrière, il y a tout un travail qui est fait en termes de collecte et de redistribution de la zakat en Suisse. Donc, n'hésitez pas vraiment, votre zakat ici, ce mois, n'hésitez pas à la donner. On a des dizaines de familles sur la liste d'attente, donc c'est vraiment un sujet dans lequel on est déjà revenu. On reviendra dans d'autres webinaires sur la situation sociale ici en Suisse. Mais pour terminer, je voulais juste aussi rajouter que sur ceux qui le souhaitent, sur les prochains webinaires sont aussi disponibles, accessibles sur le site. Donc, n'hésitez pas, tout est sur le site. La rediffusion de ce webinaire sera également sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains dès que ce sera mis en ligne. Vous trouverez le webinaire et la présentation sera aussi elle est envoyée par newsletter. Donc, restez connectés et suivez la newsletter et vous ne manquerez pas, Inch'Allah, la rediffusion. Voilà. Il y a quelques questions. Je voudrais répondre aussi. Oui, bien sûr. Donc, il y a la question sur associés musulmans et associés non musulmans. Donc, on a répondu, en fait, il n'y a de zakat que pour les associés musulmans. L'associé musulman va calculer sa quote-part et à partir de laquelle il va donner la zakat. La société ne donne pas la zakat en principe. Elle ne donne pas la zakat d'elle-même. Parce qu'il faut distinguer les deux types, les deux catégories d'entreprises. Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes sont des sociétés où les patrons, chaque patron est responsable de sa part, etc. Donc, dans ce cas-là, chaque patron va donner sa propre zakat. Ils peuvent toujours se mettre d'accord pour donner la zakat ensemble et puis chacun va donner la zakat sur sa fortune privée. Sinon, chacun va avoir sa propre fortune commerciale au prorata de son pourcentage de ce qu'il a apporté et puis sur laquelle il va calculer sa zakat commerciale. Les sociétés par action, il y a un petit débat, pas très grand. Est-ce qu'elles sont dans l'obligation parce que c'est une personne morale? En Arabie Saoudite, peut-être aussi au Qatar, pour eux, les sociétés par action doivent donner zakat, mais les grands savants, Cheikh Qaradar et les grands savants de la zakat, disent qu'en fait, la société, la personne morale, elle n'est pas assujettie par la zakat parce que ce n'est pas une personne physique comme vous et moi. Voilà. Anticiper les impôts futurs. Non, on n'anticipe pas. On n'anticipe ni les impôts futurs, ni des amendes futures. Non, on n'anticipe pas. On paye ce qu'il y a. Vous avez reçu une facture, vous payez. Ça, vous devez la payer. Dans ce cas-là, parce qu'ici, anticiper, ça va nous faire rentrer dans le concept des réserves et des provisions. D'accord? Or, pour nous, les provisions, elles doivent être absolument. Il n'y a pas de réserve ni de provision dans les fonds propres. Tout doit être intégré au capital. Donc, ce que vous avez comme dette à payer, alors on a dit la dette à payer jusqu'à 1 an, aucun problème. Vous la considérez impôt, TVA ou autre chose. Mais anticiper, non. Je suis une femme infirmière libérale. Est-ce que je peux donner ma zakat issue de mon activité à ma belle-mère dans le besoin? Si elle est dans le besoin, oui. C'est-à-dire si elle est dans le cadre des pauvres et des nécessiteux qui n'ont pas de quoi vivre, oui, vous pouvez lui donner sans problème. Je reviens, c'est la valeur de vente des stocks, pas la valeur. Alors, bien sûr, en Algérie,
peut-être que certains imams ou shuyukh prennent l'avis de l'imam Malik. En fait, l'avis de l'imam Malik, il est très, très compliqué de l'école Malik. Très, très, très compliqué. Donc, mais la majeure partie des autres savants hein, disent c'est le prix de vente, pas le prix d'achat. Alors que ce prix de vente soit plus élevé ou moins élevé que le prix d'achat, peu importe. C'est le prix de vente à ce moment-là, hein, au moment de la zakat. Sur la question des stocks chez l'imam Malik, chez l'école malikite, je ne sais pas s'il y a je pense pas s'il y a des savants qui maîtrisent ça, parce qu'ils ont inventé tellement de concepts à l'intérieur, concepts sur lesquels les autres savants ne sont pas d'accord avec eux du tout. Notamment le tajir al-muhtakir ou le tajir al-mudir, et ainsi de suite. Voilà. Et oui, c'est bien d'apprendre. Aujourd'hui, vous avez appris que c'est la valeur. Merci. Je suis en train juste de voir. Dette à long terme. Dans la dette à long terme, on ne considère pas la dette à long terme. D'accord? Elle n'est pas considérée dans les calculs. On considère les dettes à court terme. Bien sûr, dans les dettes à court terme, il y a la partie remboursement. Ce remboursement, on en tient compte. Mais les intérêts, c'est-à-dire les intérêts, il ne faut pas en tenir compte. C'est-à-dire, vous devez les enlever. Mais si vous les avez mis, vous devez les ajouter selon la formule que je vous ai donnée aussi. Alhamdulillah, pardon. Vous avez beaucoup de chance. Hier et aujourd'hui, j'étais très, très malade. Alhamdulillah, ça c'est. Alhamdulillah. Voilà, on ne va pas aborder la question, sauf si vous voulez, s'il y a du temps, on peut aborder la question mais sans illustration, des titres, les actions, par exemple. On peut en parler si vous voulez. Vu que le temps passe, je pense que là, c'est bientôt 8 heures ici. S'il y a encore quelques questions, on peut les garder pour la prochaine fois, on peut voir. Ou bien aussi les répondre par écrit. Les questions qui vous restent, vous pouvez aussi sur notre site, vous allez sur la partie contact, envoyer vos questions et on pourra aussi vous répondre. Donc, ici, il y a la question à quel moment une marchandise invendue qui a passé plusieurs hawl chez moi n'est plus zakatable. Ça dépend. Si vous vendez des véhicules, attendez 6 ans, 7 ans. Si vous vendez des maisons, ben attendez beaucoup plus. Mais si vous vendez, c'était la première fois où j'avais été, la question a été posée, c'était un opticien qui vendait des lunettes, et puis il me dit, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'ai des montures et des verres qui ne se vendent pas. Donc dans ce cas-là, après 2 ans, 3 ans, considérez-la comme des invendus, ne les intégrez pas dans le stock, dans l'évaluation des stocks, mais lorsque vous allez les vendre, de toutes les façons, lorsque vous allez les vendre, hein, cet argent-là va rentrer dans vos liquidités, dans vos créances, et vous allez en donner la zakat pour une année seulement. Il y a des savants comme Cheikh Al-Uthaymin et d'autres précisent qu'il faut en donner pour toutes les années précédentes, mais globalement, les savants adoptent plutôt cet avis de l'imam Malik radhiyallahu anhu. Voilà. J'ai acheté de la marchandise, voilà, c'est bon. Elle reste à ça depuis plusieurs années, voilà. Si vous n'arrivez pas à la vendre, ne donnez plus la zakat dessus, mais si vous la vendez, à ce moment-là, au moment de la vente, lorsque vous recevez votre argent, vous devez donner la zakat dessus, Inch'Allah. يسمى الكساد. 4 nouveaux messages.
Alors, donner la zakat localement dans la mesure du possible, oui. Mais s'il y a une demande très urgente, on peut envoyer ailleurs. On peut envoyer ailleurs. Mais la règle est de donner sur place. Peut-on donner cette zakat à une personne dans le besoin à l'étranger? Oui, si elle est dans le besoin, oui. Voilà. Très bien. Shukran. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Et donc, comme on a dit, la rediffusion sera sur YouTube. Donc, vous retrouvez notre chaîne dans les liens que je viens de mentionner. Barakallahu fik, Cheikh. Et donc, comme j'ai dit, s'il y a encore des questions, envoyez-les sur le site via le formulaire contact Avec plaisir. elles vous seront répondues par la suite. Inch'Allah. Très bien. Je peux clôturer. Barakallahu fikum. حفظكم الله. ربي يتقبل الصيام والقيام. حتى هذه جلسة علم، جلسة ذكر إن شاء الله هكذا. إن شاء الله. ربي يتقبل إن شاء الله. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك سي سعد. بارك الله ربي فيك. يجازيكم خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.